Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invitée est Mélanie Gagné. Vous la connaissez comme étant humoriste et elle est rendue à son deuxième One Woman Show. Son show s'appelle Mixed, où elle mélange humour et introspection. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller voir ce spectacle-là. Vous allez voir qu'elle est drôle, elle est attachante, enivrante. Elle est aussi à la barre du podcast Mélanie Consulte. Elle est consultante en relations d'aide et elle utilise un titre un peu partout. Elle met de la lumière dans ses shit et c'est le titre qui a fait que j'ai accroché à elle et qu'on est devenus de super bonnes amies aussi. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue dans le studio d'enregistrement. Aujourd'hui, je suis incroyablement heureuse, honorée de recevoir au Showcase des conférenciers la belle Mélanie Ganimé. Ah, ben là, c'est normal le fun. Je suis tellement contente que tu es ici, surtout que tu as bravé une tempête, on va dire la vérité. Ben, c'est parce que je t'aime, Cathy. Je savais que tu m'aimais, mais là, tu me l'as confirmé. Mais merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici. Très, très heureuse de te recevoir. Ici, on parle de prise de parole en public et de storytelling. Et j'aime toujours commencer mon podcast avec un zoom-in sur l'enfance de mon invité. Oh! Fait que là, j'aimerais ça qu'on retourne à Mélanie quand elle était en 3e, 4e année. OK. Comment elle était? Est-ce qu'elle avait beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle était timide? Est-ce qu'elle était introvertie? Parle-moi de Mélanie. Non, je pense pas que j'aie jamais été introvertie. Surprise, surprise! Hein, on tombe pas en bas de notre chaise personne. Je pense que j'ai toujours été un peu le clown. J'ai toujours vraiment aimé faire rire les gens. J'ai toujours voulu être bien rassembleuse. Tu sais, moi, faire rire, ça a toujours été mon mode de communication pour rejoindre les gens, pour attirer l'attention, pour me faire des amis. Et donc, tu te rends compte de ça très, très rapidement. Là, dans ton bas âge, tu te rends compte Oui. que tu fais rire les gens. Ah oui, assez tôt même. Je me rappelle, je suis très jeune, là, je suis en bas de 5 ans. Puis il y a un party de famille chez nous et c'est l'été, puis je rentre dans la maison. Puis je dis « Oh my God, à côté, c'est la fête à To You. » Parce qu'il chantait « Happy birthday to you » chez le voisin, mais moi, je parle pas anglais. Puis tout le monde est parti à rire, puis j'ai fait... Je me souviens de faire... Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'étais en train de comprendre l'effet d'un punch. Et donc, tu as été nourrie par ça. Au lieu d'être humiliée par ça, tu as été nourrie par ça. Ben oui, parce que je voyais tout le monde rire, puis je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est normal le fun, je veux encore en faire de ça, moi! Ah, j'aime ça! Ouais, fait que puncher, faire rire... parce que quand tu fais rire les gens, t'as comme un peu le feeling que tu maîtrises là, l'ambiance, tu comprends? C'est comme une illusion de c'est moi qui va pouvoir tout contrôler ça, cette ambiance-là. Je vais les amener là, je vais les amener là. Tu sais, aujourd'hui, c'est mon métier, Oui, en tant qu'humoriste, de faire ça dans une salle de spectacle. Mais de le comprendre plus jeune, je ne catchais pas toute la patente. Mais, tu sais, d'avoir fait rire un groupe d'une shot, mais c'était très innocent de ma part. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, ça a fait à To You à côté, tu sais. Comme si je venais de donner un gros scoop, là, tu sais. Est-ce que tu avais beaucoup, beaucoup d'amis? Non, moi, j'ai toujours été... tu sais, j'ai des bons amis proches, mais c'est plus facile pour moi en one-on-one. J'en ai eu des gangs au secondaire, mais pour moi, les relations, je suis vraiment pas bonne en small talk. Je suis capable d'en faire, là. Je suis capable. Mais je m'emmerde. Je m'emmerde en small talk. Si je m'emmerde, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour moi, les relations plus profondes, connaître la personne, j'ai une curiosité comme sans fin. Fait que pour moi, les amitiés, comme en one-on-one, c'est beaucoup plus facile qu'en groupe. Fait que j'avais comme toujours une bonne amie, puis j'avais tout le temps un bon ami, puis un peu de monde autour. Mais Je comprends, moi aussi, c'était un peu comme ça. C'est quelques bons amis, puis après des connaissances. ouais, c'est ça. Ça a toujours été plus facile. Parce que j'ai l'impression de m'engager dans une relation. Oui. Tu sais, j'ai l'impression qu'on crée quelque chose qui nous appartient, qui est unique. Tu sais. Fait que pour moi, dans les communications, dans l'amitié, s'il n'y a pas de profondeur, bye-bye, là, tu sais. Tu sais, je peux, comme ça, un peu de façon plus superficielle, c'est bien correct, là. Mais l'amitié profonde passe dans
des communications où est-ce qu'on se dit les vraies affaires, Oui. où est-ce qu'on a l'humilité d'aller dans notre vulnérabilité puis qu'on Oui. se sent en sécurité pareil, là, tu sais. D'ouvrir cette porte-là, d'ouvrir cet accès-là. Mm. C'est une question bizarre que je vais te poser, là. Est-ce que tu as eu à dealer avec la timidité? Oui. C'est drôle, hein, parce qu'on dit là, que tu étais entourée, mais Ouais. timidité? Ben oui, tu sais, moi, ça a toujours été mon mantra « fake it until you make it », là. On l'aime, ce mantra-là. Il est bien utile pendant un bout. Jusqu'à temps que tu comprennes que tu nourris pas la bonne affaire, dans le fond, mais en même temps, il a été utile pendant un bout. Fait que, tu sais, moi, je faisais semblant que j'étais tough, you know? Moi, je faisais semblant que j'étais capable, yo! Tassez-vous 2 mois, moi, faut le capable. Fait que... mais c'est beaucoup de timidité. Que tu as réussi à surmonter. Que j'entends que tu as réussi à surmonter. Tu sais, il y a le truc de... Tu te mets en position du super-héros pendant 30 secondes puis t'es capable. Tu sais, ça te met dans un move. Moi, je pense que j'ai abusé de ce concept. Vraiment. Mais on dirait que ma timidité arrive vraiment dans... Avant, c'était dans mon manque de connaissance de comment j'étais pour gérer ma vulnérabilité ou que j'en avais honte ou que ça me gênait ou que j'avais peur que ça m'amène dans une situation de rejet. Que je sois pas capable de gérer, de gérer le sentiment de rejet. Fait que c'est comme là que la timidité, elle arrivait avant. Là, c'est encore là, mais là, je m'accepte quand je suis timide. Je suis comme, ça va être de même la gang, fuck it, tu sais. Il y a quelque chose de, tu sais, en vieillissant aussi, heureusement. On s'assume, puis on prend notre place, puis on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. On peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on lâche prise sur des affaires, là. Mais il y a toujours, je pense que j'ai un fond de timidité quand même. Parce que souvent, je me sens... à part, pas dans le sens de rejeter, mais des fois, je me sens différente dans ma façon de voir les choses. Je me sens différente de la façon dont j'ai le goût de les amener aussi. Puis des fois, ça m'amène dans une timidité de « Moi, vas-tu vous déranger, moi, là? » Il y a comme ça. Ça, c'est encore quelque chose que je travaille tous les jours. Mais je te dirais qu'on travaille tous encore des petites bébites. La belle calice de nouvelles, c'est sans fin. Je reste encore un moment dans ton enfance. Est-ce que tu te souviens comment tu réagissais quand les professeurs annonçaient un exposé oral? Mais moi, ça, c'était mon moment préféré. Oui! Ah, mon Dieu! Moi, les oraux, time to shine, baby! J'ai adoré faire des oraux. Quand il y avait des travaux qu'on faisait puis il n'y avait pas d'oraux, j'étais comme, on peut-tu le faire en présentation orale? T'sais, moi, j'aimais ça, faire ça. Les concours d'art oratoire, je participais. T'sais, moi, je voulais faire du show, là. T'sais, j'avais le goût de faire ça. J'adorais les oraux. Puis même à l'université, oui. J'ai étudié en publicité, moi, puis on faisait des pitchs des fois. J'étais comme, je peux te faire la partie pitch, s'il vous plaît? Fait que, tu sais, je travaillais dans le document, là, mais moi, j'avais juste hâte d'aller faire le pitch. Il y a quelque chose d'excessivement empowering, de parler de quelque chose, de porter une idée, d'amener des images, de faire rire les gens en même temps, tu sais, de jouer sur plein de plans. Moi, j'aime, il n'y a rien à faire, j'aime ça. J'aime ça parler, là. Il va falloir que tu m'arrêtes, hein, je t'avertis. Moi, je suis certaine que les autres étudiants, ils se battaient pas fort avec toi quand tu disais « c'est moi qui veux faire le pitch d'avant, c'est moi qui vais aller en avant ». Je suis sûre que les autres étaient contents de te laisser aller. Ils étaient contents, ils étaient comme « parfait, ça c'est réglé ». Puis, tu sais, moi, ça me faisait plaisir. Puis, tu sais, les profs aussi, ils savaient qu'on était pour avoir du fun, tu sais. Puis mes équipes de travail aussi. Je sais pas, il y a quelque chose de le fun de prendre la parole, puis ça rend du monde bien heureux de ne pas avoir à le faire. Fait que je n'ai pas profité. Mélanie, aujourd'hui, tu es humoriste, tu es conférencière, tu es aussi podcast. Tu as un podcast, toi aussi. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Mélanie Ganimi? Oh mon Dieu, on a combien de temps? Combien d'étiquettes? En fait, tu vois, c'est ça, je suis un peu allergique aux étiquettes. On va s'en parler, là, j'en ai mon troc des étiquettes parce que je trouve que c'est très limitant. Oui, c'est vrai. Puis je me suis limitée très longtemps à vouloir bien cadrer dans l'étiquette parce que j'avais la perception que monsieur, madame, tout le monde n'était pas pour être à l'aise de suivre si je me donnais le droit d'avoir plusieurs étiquettes. Puis ça, c'est plate que j'ai pensé ça. C'est un peu comme si je méprisais le monde, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est que dans mon éducation, moi, j'ai souvent entendu mes parents dire « Ah, check l'autre humoriste là, qui essaie d'être comédien. » Tu sais, je l'ai entendu. Je suis contente que t'en parles. Oui! Mais écoute, il faut qu'on en parle parce que moi, je veux pas, en tant qu'enfant, je l'ai entendu. J'étais comme « OK, fait que si je suis humoriste, je pourrais pas être comédienne. » Fait que moi, ça a été long avant que je me donne le droit d'aller en audition pour jouer des rôles, tu comprends? Ça a été très long. Je me souviens même d'un moment, j'avais entendu parler du mot multipotentiel. Oui.
ça avait résonné très fort. Puis j'étais comme, ah oui, c'est ça, ça existe, ce mot-là. Puis ça a été long, là. Moi, j'ai appris ce mot-là. Là. Je suis dans la fin trentaine, là, tu comprends? Oui. Puis je me souviens d'avoir fait, ah, OK, fait que je me donne pas le droit d'avoir plusieurs potentiels puis de les exploiter parce que j'avais peur d'avoir l'air hautaine, j'avais peur d'être quelqu'un qui se prend pas pour de la merde. Tu sais, j'avais peur que les gens disent, mais voyons, pourquoi elle est capable de faire tout ça, elle doit être poche dans un peu tout, puis se débrouille dans une coupe d'affaires. Tu sais, j'avais donc je donnais beaucoup trop de pouvoir au regard des autres par rapport à ça. Fait que j'étais constamment dans le jugement de moi-même et la peur du jugement des autres. Mais tout ça, c'était généré par moi-même. Tu vois, j'ai pas besoin de personne pour me développer des... Mais je pense que tu as raison, tu sais, ça nous l'est enseigné. Tu sais, moi aussi, Ouais. on m'a cadré dans le « tu es productrice en événements, tu peux pas être conférencière, tu peux pas être auteur, tu peux pas faire... » C'est ça. Et toi, je suis contente que tu dis « OK, mon métier, c'est être humoriste, mais Ouais. je vais aller appliquer pour être comédienne. Ouais. Je vais aller ouvrir mon podcast. » Et Ouais. tu as aussi lancé les conférences Oui. à travers aussi ton show d'humour, parce qu'on va en parler. C'est ton show mixte que moi, j'ai eu le privilège d'aller voir. Ah, Et que j'ai trouvé que ça fait tellement du bien d'avoir un spectacle qui est drôle, mais qui fait réfléchir, tu sais, qui laisse personne indifférent. Il n'y a personne qui est sorti de cette salle-là qui n'avait pas transformé quelque chose cette journée-là. Pas mal tout le monde fait un déclic pour lui-même dans ce show-là. On sait Parle-nous pas du où. spectacle. Premièrement, le spectacle, ça m'a pris 2 ans de thérapie me donner le droit de le faire. Là, ça prend un moment là, de... Ouais. On souligne ça, là. 2 ans de thérapie pour pouvoir faire un spectacle. Oui. Parce que moi, j'adore l'humour, j'adore le contact avec le public, j'adore là, l'espèce de connexion qui se passe. Moi, ça, là, je capote. C'est magique. Ça, je me sens vivante, je me sens vibrante, je me sens en connexion, je me sens utile. Puis les faire rire, pour moi, là, c'est la petite fille là, de 5 ans qui est comme « Oh, c'est la fête à Touillou! » là. Tu sais, elle est comme « Yes, sir! » Tu comprends? Moi, je vis quelque chose. Et j'adore tout ce qui est prise de conscience, tout ce qui est moment où est-ce qu'on se libère d'un blocage, quand on prend conscience d'une croyance limitante, puis qu'on c'est comme on se... Tu sais, c'est comme on fait « Ah, OK, fait que ça, c'est possible. » Cette espèce de sentiment-là, j'adore ça. J'avais été prendre des ateliers à l'école Écoute ton corps pour comprendre quelque chose parce que je voulais écrire un numéro sur les blessures humaines. Oui. Puis on l'avait mis dans mon premier show, le numéro des blessures humaines, et c'était terriblement mauvais. Il a fallu qu'on l'enlève. J'avais pas de recul, je catchais pas trop. Fait que je suis retournée faire des ateliers pour comprendre c'était quoi parce que on a un langage. Tu sais, les gens qui travaillent en comptabilité, ils ont leur langage de bureau de comptable. Les humoristes, on a un certain langage, il y a des expressions qui vont revenir. Quand tu vas dans le domaine du développement personnel ou de la relation d'aide, il y a un autre langage, c'est-à-dire le vocabulaire émotionnel, le vocabulaire pour les besoins, le vocabulaire pour les comportements. Là, si tu vas au niveau psychologique, tu sais, les psychologues, ils ont d'autres termes. Fait qu'à un moment donné, s'exprimer avec un langage qui va être entendu de tous, y compris pour tout le monde, dans un show d'humour. Moi, je sais comme, où m'a passé? Là, tu sais, c'était comme... c'était un gros défi. Oui, c'était un gros défi. Puis moi-même, j'avais pas le vocabulaire. Tu sais, je l'entendais, je le comprenais, mais ça se construisait pas facilement dans ma bouche, dans mon écriture. Il y avait quelque chose... Fait que quand je suis allée faire des ateliers, j'ai vraiment compris que j'avais pas de vocabulaire, que je savais pas de quoi je parlais, puis que je pouvais pas l'amener. Parce que l'humour, c'est beaucoup d'observations remâchées, amenées avec plusieurs images pour surprendre le spectateur qui va rire. C'est un effet de surprise. Ficelé. C'est ficelé. Oui. Tu sais, ça paraît pas, mais l'humour, c'est vraiment tricoté serré. Il y a énormément de travail, il y a énormément de détails. Puis le but, c'est que ça paraisse jamais. Voilà. Mais quand tu as passé de recul sur un sujet, que tu n'as pas le vocabulaire, ficeler quelque chose, ça va te faire un foulard tressé tout croche avec plein de trous. Là. Fait que mon numéro était pas bon. On l'a donc enlevé. Je suis allée prendre des ateliers. Et à force de suivre des ateliers, je comprenais que je comprenais rien. Là, fait que j'étais comme, ça va être interminable. Être capable d'écrire un numéro là-dessus, là, je n'y arriverai pas. Puis, à force de comprendre des choses, veux pas, là, je prenais les ateliers, mais je le travaillais sur moi. Puis si je le travaillais sur moi, je vais être capable d'en parler après. Je pense que tu as beaucoup grandi, tu as beaucoup évolué aussi à travers ces ateliers-là. C'est le jour et la nuit. Là, j'ai compris où est-ce que je me situais émotionnellement.
j'étais capable d'identifier où est-ce que je bloquais, qu'est-ce que j'acceptais pas, ce que je me donnais pas le droit de ressentir, ce que je me donnais pas le droit de faire. En même temps, c'était un gros tsunami, tout ça, que j'ai déposé. Tu sais, j'ai fait mes études en 3 ans, finalement. J'ai fini par faire tous les ateliers, puis j'ai fini par être certifiée consultante en relation d'aide. Et maintenant, tu accompagnes les gens aussi. Oui, là. oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. C'est que là, c'est que ça touche énormément de choses, mais à travers cette formation-là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça après? Puis ma formatrice, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça après? Tu sais, celle qui m'accompagnait en Oui, privé pour tous oui. mes travaux, puis mon suivi académique, elle était comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça après? Une humoriste qui est consultante en relation d'aide, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'étais comme, ben moi, que tous les déclics que je fais, je me dis que j'aurais eu une autre vie si j'avais allumé sur ces affaires-là avant. Oui. Je suis comme, il faut que tout le monde sache ça! Moi, j'étais comme, mon Dieu, mais on peut pas laisser les gens dans l'ignorance. Il faut il faut que je trouve une façon d'amener ça comique. Puis le seul truc que j'ai trouvé, c'est que moi, je score fort en autodérision, Oui. en humour. Puis sur la scène, j'ai pas d'orgueil. Fait avec toute l'humilité du monde, j'apporte toutes mes petites crises de résistance. Et les gens, soit ils rient parce qu'ils se reconnaissent dans mon spectacle mixte, ou soit ils rient de moi, tu sais. Tu comprends? Fait que tout le monde est gagnant, là. Tout le monde est gagnant. Donc, c'est vraiment... Il s'appelle Mix parce que je mixe l'humour et le cheminement intérieur parce que mon but, c'est de démontrer que le développement personnel, ça n'a pas besoin d'être quétaine. Ça n'a pas besoin d'être amour, papillon, lumière, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça. Ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être écorchant. La profondeur n'a pas besoin d'être rochante. La profondeur, ça peut être le fun, ça peut être niaiseux. Puis avec autodérision puis humilité, je pense qu'on peut vraiment rire de tout. Moi, j'étais dans la salle, là, j'ai vu des gens de 7 à 77 ans. Là, les gens, soit ils riaient parce qu'ils se reconnaissaient, Ouais. soit ils se reconnaissaient des patterns des gens autour d'eux. Puis, tu sais, c'est pas Ouais. si dissocié que ça, le développement personnel et l'humour. Tu sais, toi, j'ai trouvé que tu avais une grande créativité. Puis, je te l'ai dit souvent, tu as été visionnaire. Tu as été une grande visionnaire de pouvoir présenter un spectacle qui était à la fois drôle puis à la fois développement personnel. Ouais. Bien, en fait, tu vois, tu sais, mon podcast, il s'appelle Mélanie Consulte, puis c'est parce que je m'appelle Mélanie puis que je consulte, OK? C'est pas trop dur à comprendre comme Créative concept. et visionnaire. Attends, ouais, t'es bright, la fille, elle est bright, la petite, là, après Nobel. Mais mon but, à travers mon podcast, qui a été ma pratique avant pour que je sois capable de faire mon show, tu comprends? Ah, voilà. C'est qu'à travers le podcast, j'allais vers des gens pour leur poser des questions sur mes comportements. Fait que dans la vie, aujourd'hui, je suis rendue consultante en relation d'aide, mais là, c'est moi la cliente. Puis dans le podcast, je vais vers les gens leur demander qu'est-ce qui se passe, quel est mon comportement, pourquoi je comprends pas ça. Tu sais, je suis raciste, je suis grossophobe, c'est quoi ça, l'enfant intérieur? C'est quétaine, l'enfant intérieur? Tu sais, je fais des... C'est quoi ça, lâcher prise? Moi, quelqu'un qui me dit lâcher prise, là, j'ai goût Moi, de ça crisser le feu, m'énerve. moi, te le dire. Fait que, tu sais, là, je vais m'informer, c'est quoi ça, lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'on fait pour se déprogrammer à cause que des fois, on a des croyances limitantes? Bon. J'avais peur que les gens se sentent attaqués et jugés. Puis c'est pas ça mon but dans mon cheminement. C'était de prendre un peu la responsabilité de moi y aller voir la gang. Venez voir, là, moi y aller, moi voir c'est quoi mon problème. Puis si vous reconnaissez, bien, prenez ce que vous avez besoin. Fait que ce podcast-là m'a permis d'apprendre à vraiment devenir humble, d'apprivoiser ma vulnérabilité, d'apprivoiser ma timidité d'ouvrir Oh my certains God! sujets. Les premiers épisodes, je faisais des crises d'angoisse après. Je mettais en ligne, là, puis je faisais une crise d'angoisse après. Puis j'étais comme, ah, j'ai trop dit d'affaires, là, j'aurais pas dû, là, c'est bien trop, là, oh mon Dieu, oh non, tout le monde connaît mes faiblesses, oh, puis, tu sais, bad trip total, là. Mais ça fait 3 ans que je lis le podcast, puis, tu sais, j'ai comme 100 épisodes, là. Les déclics que moi j'ai faits, ils n'ont aucun bon sens. Tu sais, c'est un podcast tellement enrichissant. Oui. Puis les gens qui m'écrivent pour dire hey, moi, ton podcast, il a changé ma vie. Hein? J'ai pris une décision, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, j'en parle pas beaucoup parce que je veux pas mettre les gens, tu sais, je veux pas exposer trop de monde qui veulent pas t'exposer. Mais ce que je reçois d'histoire, c'est comme, ça n'a pas de bon sens à quel point je suis chanceuse de vivre ça, OK? Fait qu'en comprenant la puissance de mettre un genou à terre, puis en comprenant la puissance que j'ai sur scène en autodérision, pour moi, le mix, il était évident. Puis quand j'ai réussi à le faire, le show est devenu
euh, tellement puissant parce que les gens, ils comprennent bien ce qu'ils veulent quand ils veulent, puis ils décliquent quand ils veulent pour ce qu'ils ont besoin, là. C'est pas tu vas sortir de ce spectacle en ayant compris ces choses. C'est pas ça pantoute. C'est qu'en amenant mon cheminement, puis en amenant où moi j'ai mis un genou à terre, puis de la façon que je réagis, parce que souvent, moi, tu sais, je suis une contrôle freak, là. Puis quand je parle de contrôle, c'est là qui est drôle, parce que en réalité, j'ai jamais le contrôle sur rien, tu comprends? Fait que en observant mon cheminement, je pense que les gens font Ah, OK. Moi, je vois les épaules tomber dans le show. Tu sais, j'y vois les gens au début, ils me regardent, puis là, à un moment donné, les épaules, ils tombent, ils rient, puis ils font Ah oui, puis ils viennent me voir, puis ils m'écrivent après, puis je suis comme Ah, ben, j'ai réussi mon pari, tu sais. Oui, toi, t'as permis, à travers ta vulnérabilité, de nous autoriser à nous, tu sais, puis à démystifier plein de choses, là. Fait que moi, j'ai été marquée par ton spectacle tellement que je t'ai aussi eu au Salon de l'Éveil. Oui. Au Salon de l'Éveil, ce que tu présentes sur scène, c'est plus forme conférence parce qu'on ne voulait pas montrer le spectacle d'humour. En fait, on met de l'humour dans la conférence. Ouais. À toi, j'ai envie de demander, c'est quoi la différence entre un spectacle et la conférence? Mettons, ton spectacle d'humour et une conférence, qu'est-ce que tu adaptes? Qu'est-ce que tu ajustes? C'est drôle parce que j'ai fait différents types de conférences parce que je suis tellement habituée de faire du stand-up que quand j'arrive en conférence, ma petite personne, là, mon ego, il est comme « Personnerie, va-t'en de suite! » Tu comprends? Mon ego, il est pas content. Ouais, l'ego de l'humoriste en moi, il est pas content. C'est que c'est quelque chose que j'ai beaucoup besoin de façonner, de travailler pour être confortable parce que mon corps, il est habitué d'être dans l'attente, d'attendre le rire. OK, fait que toi, ton barème de mesure d'une bonne conférence, c'est le rire, mais une conférence, Non. c'est pas. C'est ça. C'est qu'il faut vraiment que... C'est vraiment... Pour l'instant, tu sais, vu que ça fait 15 ans que je suis humoriste, ça Oui. fait quelques années que je fais des conférences, on n'est pas... c'est pas le même nombre non plus. Ce que je comprends, c'est que mon côté comique, il sort tout seul. Ça, c'est correct. En humour, c'est que les punchs sont écrits, sont travaillés, tu sais, il y a quelque chose. Dans une conférence, pour moi, la spontanéité, c'est super payant. Oui. J'ai compris grâce à l'humour que l'écoute de l'audience au moment présent, là, tu sais, faut que j'écoute si j'écoute bien mon public, mon show d'humour va vraiment être meilleur. Et c'est encore plus vrai en conférence. En conférence, pour moi, un bon conférencier ou quand moi, je sens que j'ai fait du bon travail, c'est que j'ai été à l'écoute du public, j'ai suivi où est-ce qu'il est sans rester rigide dans ma structure. Ah. Moi, ça, parce qu'un show d'humour, il y a quand même une histoire, Oui. une conférence aussi. Mais étant donné que pour moi, en conférence, ce que j'aime amener, c'est des blocs d'informations de façon légère, même si c'est profond, mais que je puisse les interchanger parce que sinon, en écoutant les gens pour être capable de suivre où est-ce qu'eux sont rendus, ce qui trippe, ce qui trippe pas. Ce que je peux pas faire en humour parce que c'est Toi, t'sais, c'est y a- ficelé, c'est un ordre. ficelé, il y a C'est un 1, 2, ordre. 3 punch. Ben, puis il y a des références à la fin que tu as voilà. entendues au début. Il y a des procédés humoristiques en humour, un callback. C'est un procédé humoristique. On va utiliser quelque chose qu'on a nommé plus tôt, puis là, on va le ramener plus tard. Tu peux même faire des accumulations d'informations que tu as déjà dit, des rafales. Si tu les as entendues, là, ça va être drôle. Si tu les as pas entendues, c'est pas drôle. Là, tu comprends? Fait qu'on peut se servir. Il y a comme une ligne de temps dans un show d'humour. Tandis qu'en conférence, ça, il y a une autre liberté qu'on peut jouer avec les blocs puis avec les informations qui vont toutes, dans mon cas à moi, dans ce que moi j'aime partager. Tu sais, moi, en conférence, ce que j'aime parler le plus, c'est comment on peut devenir conscient de soi, comment on peut s'amuser en devenant conscient de soi, puis comment on peut découvrir c'est quoi nos croyances limitantes. Parce que moi, c'est ça qui me fait triper, c'est me débarrasser de mes croyances limitantes. On vient enseigner ce qu'on doit apprendre. Fait que... Tu sais, étant donné que j'ai beaucoup de croyances et que je me limite beaucoup, je suis la meilleure pour en parler. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Tu as beaucoup d'expérience sur la scène. Puis quand on regarde des conférenciers, souvent, ce que les conférenciers montrent, c'est quand ça a bien été.
Fait que moi, ma question avec le showcase des conférenciers, Ouais. c'est raconte-moi la fois où ça a mal été. La fois où tu t'es dit, oh my God, celle-là, je l'ai échappée. Ça peut être en conférence, mais ça peut être aussi un show d'humour où tu t'es dit, cette fois-ci, ça s'est pas bien passé. Parle-nous de cette Ben, histoire-là. ça arrive vraiment souvent parce que l'humour, Oui. avant que ça soit bon, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de pratique. Puis en conférence aussi, tu sais, parce qu'il faut que tu sois habitué à dire les mots, les phrases, savoir à peu près, tu sais, comment les gens vont l'entendre. C'est une chose, comment tu as le goût de le dire, c'est une autre, OK? C'est pour ça qu'il y a les rodages. Tu sais, des fois, on pense Exact. que les humoristes sont juste bons, Ben mais non, ben non. ils se sont oui. pratiqués énormément avant d'arriver à ça. Puis se planter, ça fait vraiment partie de l'apprentissage, puis c'est nécessaire. Puis quand j'ai fait mon cours en relation d'aide, on avait des stages à faire, puis il y avait des étudiants qui étaient super stressés, puis t'es comme, d'un coup, je suis pas bon. Puis je suis comme, ben c'est sûr que tu seras pas bon. Moi, ça fait longtemps que j'ai accepté que je vais me planter sur la scène. Mais dans ma carrière humoristique, quand j'ai compris que me planter était pour m'apporter tellement de possibilités, je suis devenue quasiment en attente. Oh, quand est-ce que je vais me planter, voir que j'apprends d'autres choses. Ouais! J'aime ça en plus que tu attends. Ben oui, parce que, mettons, moi, là, je rêvais de faire de l'improvisation quand j'étais jeune, OK? Je D'accord. rêvais de ça. Puis en même temps, en vieillissant, je suis devenue super gênée. Ma timidité, moi, dans l'impro, là, ça va pas bien du tout. Quand c'est un peu dans mon contrôle, hein, puis j'ai mon texte, puis ça va bien, là, je sais où est-ce que je m'en vais. Se planter sur la scène, c'est une opportunité d'être spontané. Dans la spontanéité arrive l'improvisation. Tu comprends? Donc, quand j'ai compris que me planter, c'était OK, on l'essaye là. Tu comprends? Mais là, je pouvais créer quelque chose de différent. Le public est déjà là, je me plante. Soit je me tape sa tête en disant t'es en train de te planter sur 17 sortes. Soit je réagis comme ça, soit je me coupe l'herbe sous le pied, si tu veux, ou soit je fais comme bon, on en parle tout le monde, j'aurais me planter, moi. Tu comprends? Il y a quelque chose, on désamorce. Puis ça vous tentait pas, je vous parle de ça, hein? Non, ça. c'est très T'sais, bon parce que se planter, pour toi, là, c'est s'élever. Fait que Ben oui. merci pour la belle analogie. Là. Ben oui, mais non, mais parce qu'il y a quelque chose. Mais tu sais, tu le dis au public, hein, vous vous entorchez de ce sujet-là, ça vous parle pas pantoute. Là, les gens, ils réagissent, ils trouvent ça drôle. Je suis comme, moi, c'est de ça que je veux parler. Vous avez payé, j'ai le micro, ça va être ça. Tu sais, tu déconnes, puis là, ça... il y a comme quelque chose qui s'installe de, bon, on va laisser faire la petite, là. Puis à un moment donné, il se passe toujours quelque chose dans l'authenticité. Quand tu essaies de montrer que. Non, tu es pas en train de te planter, mais tu es en train de te planter. Là. Tout le monde, quand tu te plantes, tout le monde le sait, puis toi-même, tu le sais. Fait que quand tu fais semblant que tu n'es pas en train de te planter, Ah non. devant du monde qui savent que tu es en train de te planter, ça fait pas une très bonne ambiance, je te Moi, je dirais. dis tout le temps, ne sous-estimez pas l'intelligence de votre audience. Exact. L'audience, elle a capté, ça fait longtemps. Là. Si toi, tu essaies de faire du patinage artistique, elle va s'en rendre compte. Là. Mais l'audience, ils captent tout. Les gens sont pas débiles, là. Les gens, ils observent ta position sur la scène. Les gens, ils observent ton linge, tes cheveux. Si tu mets ta main dans tes cheveux, si tu rongé les ongles, elle s'est plantée, elle a fourché sa langue à ce mot-là. Les gens, ils voient tout, là. Moi, j'ai toujours dit, être sur la scène, ça me donne l'impression d'arriver en avant, d'ouvrir le zipper, de faire... Puis, aimez-vous ça, quelqu'un dedans? Parce que les gens, ils voient bord à bord. On est comme transparents. Ils voient tout, là. Moi, ça me donne l'impression qu'ils voient tous mes organes, qu'ils voient tout. Où est-ce que je veux pas parler de ça. Ça me stresse. Tu sais, on dirait que les gens, ils voient tout. Puis, je suis capable de faire semblant, là. Mais quand tu fais semblant, ça réduit pour moi, dans ma perception, ça réduit la qualité de la connexion avec le public. Et me permettre d'être vulnérable sur la scène en parlant avec le public, ça m'amène un petit thrill là, qui me fait sentir tellement vivante que c'est donc bien pas grave si je me plante d'abord parce que cette petite explosion-là, feu d'artifice en dedans que ça me fait quand je suis en connexion avec eux autres, ça vaut la peine que je prenne le risque de me planter. Puis au pire, on niaisera avec ça. C'est tellement puissant ce que tu es en train de partager. Là. C'est le message que j'essaie aussi de divulguer. C'est plus vous allez vous permettre d'être vulnérable, Ouais. plus vous allez connecter avec les gens et plus vous allez leur faire vivre des émotions. Ils vont se souvenir de vous, Oui. de ce que vous partagez parce que vous les avez fait vivre des émotions. Parce que, tu sais, quand tu vis quelque chose, tu peux t'en souvenir de façon mécanique. Ça va être dans ta mémoire. Tu vas te rappeler les murs, t'as quelle couleur, le tapis, t'as quelle couleur, tu t'es assis comment. Tu vas te rappeler de ça. Mais où est-ce que tu crées une relation, c'est quand tu te souviens comment tu t'es senti en vivant quelque chose. Oui. Fait que créer
du rire dans un cadre, c'est quelque chose, mais créer du rire avec une sensation de « Oh! Moi avec, je suis de même! » Tu vois, la personne, elle a eu un souvenir à elle. Elle s'est comme reconnue dans la référence. Oui. Puis, il y a comme eu un petit moment de « Oh non, c'est gênant, moi aussi, je suis de même. » Oups, sentiment de gêne. Après ça, oups, sentiment de rire un peu, de honte, en même temps désamorcé. Fait que ça crée un souvenir émotionnel. C'est pas juste mécanique puis mental. Puis pour moi, ça devient excessivement payant en humour et en conférence. Que ça soit en bâtissant du rire ou que ça soit en bâtissant un thème avec de l'information qu'on veut que les gens se souviennent. Parce que ce que tu fais en conférence, tu veux que le monde s'en rappelle. Oui. C'est un peu ça le but. Fait qu'amener une découverte, mais que tu veux que les gens s'en rappellent, quand c'est attaché à une sensation, à une émotion, à quelque chose qui est ressenti, les gens vont s'en rappeler. C'est ce feeling-là qui est priceless. Ça, c'est priceless. Ça, Oui. c'est extraordinaire. De créer ça, moi, c'est ma drogue, là. Tu sais, c'est mon... C'est la seule raison pourquoi je monte sur la scène. C'est la seule raison pourquoi j'autoproduis un show. C'est la seule raison pourquoi j'ai le goût de construire des conférences. C'est la seule raison, c'est que ça me donne l'impression de créer une connexion profonde et réelle et aussi de laisser un héritage dont je suis fière. C'est ça qui nous nourrit, puis c'est ça aussi qui fait qu'on laisse notre legs. C'est comme ça que Ouais. tu le laisses. Ben c'est ce qui donne un sens à ma démarche artistique et à ma quête personnelle en même temps. J'adore. Ouais. J'adore. Moi, Toi, c'est ça. est-ce que tu écoutes des conférences? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou même si tu veux aller du côté de l'humour, est-ce qu'il y a des gens que tu écoutes qui t'inspirent particulièrement? Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Puis pour toutes sortes de raisons. Fait que nomme-moi juste un ou deux, quelqu'un qui t'inspire ou quelqu'un que tu vas chercher. Tu sais, moi, j'ai travaillé au Bordel Comedy Club. J'ai animé des shows là, pendant 5 ans, là, 3 à 4 soirs par semaine. Je savais pas. Fait que j'en ai vu en tabarouette des humoristes passer, là. J'ai adoré observer Mike Ward travailler. Il y a une dégaine, il y a un lâcher-prise, il y a un sens du punch qui est personnel à lui D'accord. et c'est vraiment le fun de le regarder travailler. Adib Al-Khalidé, la construction de ses textes. Tu sais, moi, je riais pas parce que je faisais juste le regarder là, puis je buvais tout. Là, j'étais comme, donne-moi ça, Adib. Je veux tout savoir, là, tu sais. J'adore ça. Regarder comment les humoristes vont construire les idées qu'ils sont allés chercher. Maude Landry a dit des choses d'une façon que je suis comme, mais ton cerveau, il est fait comment? Tu sais, il y a des choses qui vont beaucoup me stimuler pour créer. Dans le domaine des conférenciers, il y a... moi, Brené Brown, Oui. elle a tout changé dans ma vie. En fait, Brené Brown m'a donné le droit d'aller faire mixte. Parce que Brené Brown, dans son premier TED Talk qu'il a fait connaître, Vulnérabilité. elle est vulnérable comme ça, n'a pas de bon sens. Elle est comique, elle est cute, elle essaie de coller ça à l'échappe des affaires. Tu sais, mais nous, de voir ça, moi, ça a changé ma vie. Puis j'étais comme, wow, Elle autorise ça. elle autorise ça. Puis j'étais comme, moi aussi, je veux jouer à ça. Mais ça m'a pris du temps en thérapie, me donner le droit d'y aller. Mais aujourd'hui, le fait que je m'autorise ça, je suis donc contente. Fait que, tu sais, merci, Brené. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont mentionné Brené Brown. Mais Brené Brown, c'est une bombe. Puis, tu sais, Oprah a fait énormément. Oui. Pour moi, Oprah, qui était une lectrice de nouvelles, dans un cadre très rigide, qui avait envie d'amener de l'empathie à la télé, puis qu'on lui a dit non, 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 on n'a pas besoin de ça ici. Puis qui se fait tasser d'un monde un peu trop straight pour elle Oui. par rapport à son monde émotionnel à elle, puis qu'elle ait bâti tout ce qu'elle a bâti aujourd'hui. Moi, je suis juste comme, oh my God, ça se peut. Moi, j'ai besoin personnellement de modèles. Je suis quelqu'un qui est capable d'innover dans des choses, mais ça m'apaise énormément d'avoir des modèles de femmes qui ont innové, qui ont fait les choses hors cadre. Tu sais, si on ne les avait pas, ces femmes-là, Non. sérieux, moi, je pense pas que je me serais donné le droit de faire grand-chose. Pour moi aussi, c'est une immense inspiration. Là. C'est ma définition de spirituel et prospère. Elle est sortie du cadre Ouais. et elle a montré qu'on Ouais. pouvait réussir. Tu vois, dans les dernières années, j'ai découvert aussi Maya Angelou. Oui. Ça fait plusieurs années. Maya Angelou, je pense que c'est mon modèle numéro 1. Tu sais, cette femme-là, son histoire, premièrement, est incroyable. C'est super touchant, c'est très confrontant, très dérangeant, là, son passé de jeune fille. Mais tout ce qu'elle a fait,
pour les femmes en général. Oui. Tout ce qu'elle a fait pour la culture. Tu sais, cette femme-là, c'est un monument. C'était la mentor de Oprah aussi, tu sais. Oui, elle en a parlé souvent. Elle en a parlé souvent. Puis d'arriver à amener du beau dans tout ce qu'elle a fait, c'est tout un défi. Parce que faire rire avec du beau, c'est tough. Parce que c'est plus facile de faire rire en jugeant, en taquinant quelque chose, en disant « ça n'a pas de bon sens, ça! » Tu sais, c'est là que ça part, là. Tu sais, il faut que ça soit dérangeant pour que ça soit drôle. Il faut qu'on amène, tu sais, juste là, « Oh, la tarte aux fraises était donc bonne! » Non, les Personne gens va n'aiment rire, pas hein. ça Mais quand non. c'est parfait. Les gens Non. aiment ça quand c'est pas parfait. Fait que moi, ça avait toujours... Tu sais, j'étais à l'école de l'humour, mon premier numéro en tournée, là, moi, j'étais un personnage. Oui. J'en ferai plus jamais, là. C'est C'est plus épouvantable. jamais. Non, pas de cette façon-là, mais mon personnage, j'étais le bonheur parce que je voulais amener du positif sur la scène. Je le savais pas encore à cet âge-là que moi, où je m'en allais, c'est mixte, tu sais. Mais j'avais l'inspiration d'amener de quoi de beau sur la scène. Je me disais, j'ai le goût de me servir de l'humour pour véhiculer quelque chose de lumineux, joyeux, tu sais, qui fait du bien, qui reconnecte à des valeurs, mais je savais pas comment. Ça m'a pris 15 ans, mais Non, là, mais j'ai réussi. C'est drôle comment la vie nous fait faire des détours, Oui. puis on arrive exactement là où on doit être. C'est bien fait, la vie. C'est bien fait, mais c'est ça. On aurait peut-être pris des chemins plus courts. Est-ce que tu dirais qu'il y a une histoire qui t'a marqué, une histoire de quand tu étais petite, puis qu'encore aujourd'hui, cette mini-histoire-là, elle a un impact dans ta vie? Quelque chose que ta grand-mère t'a raconté, quelque chose que tes parents t'ont raconté, une histoire qui a eu un impact dans ta vie, même aujourd'hui? Par rapport à... Ah, ça peut aller dans tous les sens. On est en storytelling ici, donc une histoire qui a eu un impact dans ta vie, peu importe... Eh bien, Je sais que ce sont des questions oui, qui font réfléchir. Oui, Puis mon but, hein. c'est vraiment d'avoir des questions qui font réfléchir, des questions qu'on n'est pas habitué d'avoir. Mais Tu as le temps de réfléchir un une peu. histoire avec un impact... Tu veux-tu connaître dans le drama? On peut aller dans le Ah, drama. ben, aller dans le Laisse-toi drama. aller, laisse-toi C'est ça que aller. tu veux, hein? Tu veux All faire is broyer tes auditeurs. Tout le monde a braillé Puis moi, ici. tu veux pas... Non. À date, tout le monde a braillé Non, ici. c'est pas vrai. Oui, oui. Mais en tout cas, tout Ben près. là, je m'excuse si je déçois le monde. Hey, m'a broyé si je veux, la gang. Je suis rendue full à l'aise avec ma vulnérabilité, de toute façon. Je sais pas dans quoi j'ai le goût d'aller. C'est drôle, dans mon premier spectacle, j'en parlais. Tu sais, moi, je viens d'une famille un peu spéciale, quand même. Et j'ai une famille d'un côté d'origine libanaise. Oui. Puis j'ai une famille d'origine québécoise. Puis c'était une autre époque, bien évidemment. Mais... T'es aussi libanaise qu'un concombre peut être anglais. Oui, ça que tu c'est dis une en joke que j'avais spectacle? dans mon jeu. Je me sens autant libanaise qu'un concombre peut être anglais. Ben parce que, tu sais, je suis née ici, je parle pas arabe. J'ai juste, tu sais, la-bas sur le nez, les yeux. Puis, tu sais, maintenant, j'adore la bouffe libanaise, là. Puis, tu sais, j'ai des amis libanais. Tu sais, mais comme j'ai pas grandi dans un environnement libanais, là, tu sais, c'était très, très intégré, tout ça. Fait que c'est comme l'identité, tu sais, c'est pas si clair, tu sais. Je sais que je suis québécoise, mais je sais que j'ai quand même des racines qui viennent d'ailleurs. Tu sais. Mais quand j'étais jeune, c'était une ancienne époque, évidemment, là. Mais je pense qu'il y avait une déception dans la famille que j'étais une fille, comme premier bébé de la famille. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, c'est ça. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, je parlais pas de ça. Non, mais ça m'a coûté très cher en thérapie. Ça, là, le On travail... paye encore. On paye... Non, là, je paye plus, pardon. Mais quand j'avais fait des ateliers là, sur les comportements humains, je me souviens, à un moment donné, on est 33 personnes dans une salle. Il y a quelques hommes, parce que c'est souvent plus les femmes qui s'intéressent au développement personnel. Oui. Réveillez-vous, les messieurs. Vous en avez de besoin. Et, Message. Et je suis dans une classe de 33 personnes. Quelqu'un d'autre a nommé qu'elle avait vécu la même chose dans sa famille. Elle avait déçu son père d'être une fille. OK. Elle venait d'un milieu rural, tu sais, puis elle est un petit peu plus vieille que moi, mais peut-être 7-8 ans plus vieille que moi, la dame, tu sais. Mm-hmm. Elle raconte son histoire, comme quoi
elle a déçu sa famille. Son père lui en a voulu toute sa vie parce qu'il aurait voulu avoir de l'aide sur la ferme. Puis elle, c'était une fille, puis elle n'était pas assez forte. Puis gna, 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 gna. OK? Tout ce qui va avec ça. Tout ce qui vient avec. Puis moi, je la regarde, je suis comme, ah, OK. Fait qu'il y a d'autres mondes qui ont vécu ça. Ah. Là, la fille à côté a dit, hey, moi, avec, c'était de même chez nous. Il y avait eu 3 gars avant, puis il n'aurait pas voulu une fille, il aurait voulu un autre gars. Oh my God. La fille d'à côté a dit, hey, moi, avec, c'est de même chez... Écoute, sur 33, il y avait comme plus que la moitié qui avait la même histoire. Puis moi, j'étais comme, ah, OK, fait que c'est comment? C'est que moi, je parlais pas de ça. Tu sais, on parlait en thérapie. Tu sais, je disais, je pense que... Tu sais, quand tu tombes dans la blessure de rejet, là, Oui. puis tu es en thérapie, tu te dis, coudonc, j'aurais peut-être pas le droit d'être là, là. Je dérange tout le monde, ça a l'air. Il aurait préféré un gars. Ça va-tu me nuire toute ma vie? Tu sais, moi, ça m'a affectée. Ça m'a bien affecté, cette histoire-là, parce que je l'ai pris d'une certaine façon. J'aurais pu la prendre d'une autre façon. Là. Mais je pense que... Parce que c'est de même que je l'ai embarqué là, dans mon système de croyance. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître en qu'est-ce que tu dis. Mais il a fallu que moi, ça a été une histoire qu'on m'a racontée. Tu sais, je me rappelle pas de ça, là. Moi, je suis née, là. Tu sais, je me rappelle pas de ce que le monde pense quand je viens au monde. Fait que je viens au monde. Un jour, j'apprends assez jeune cette histoire-là et ça a influencé ma perception de moi. Ça a influencé ma perception de ma valeur. Et ça m'a influencé mon regard sur la valeur, la différence entre la valeur des hommes et des femmes. Et ça a été très long avant que je me donne le droit de reconnaître ma propre valeur et de reconnaître ma valeur en tant que femme. J'en ai fait un numéro, il était dans mon show, j'ai fait un gala avec. C'était un numéro qu'il fallait que je communique parce que... Mais j'en parlais pas comme je t'en parle là. Je parle pas de l'impact. À l'époque, je raconte l'histoire, mais il a fallu que je raconte l'histoire pour être capable de l'intégrer aussi, puis de la dédouaner, de la dire de dehors, puis qu'elle soit pas juste dans mon système à moi. T'sais. Puis de cheminer avec cette histoire-là. Wow, là. Ben oui. Hey, écoute, moi, ça m'a coûté un bras et une jambe en thérapie, sérieux. Mais en même temps, chaque personne, je pense, se questionne sur sa propre valeur. T'as pas besoin d'avoir cette histoire-là pour te questionner sur ta valeur. Voilà. C'est que moi, ça a été teinté par ce cadre-là. Mais je pense que chaque être humain se questionne souvent sur sa valeur, son droit d'exister, sa peur d'être seul. Tu sais, c'est malheureux, là, parce que c'est difficile de parler de ces choses-là, mais on les a toutes dit, ces affaires-là. T'aimais pas ma question, mais mon Dieu, que je suis contente que tu as répondu à cette question-là. Pour vrai, là, t'as... Mais c'est pas que j'aimais pas ta question, j'étais comme, mon Dieu, faut-tu que j'y aille dans... Faut-tu que je braille? Non, mais, tu sais, je savais pas de quelle histoire, puis c'est celle-là qui me venait dans dedans. Puis je suis tellement contente que tu es allée là. Dis-moi, il y a des personnes qui écoute le podcast, puis c'est pas vrai, t'as des auditeurs! Ces personnes-là, certaines personnes aspirent à monter sur la scène, faire des conférences ou peut-être faire des spectacles ou juste monter sur la scène. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à leur donner, quelque chose que tu leur dirais à eux? Ah oui, la première chose, là, accepte que tu seras pas bon. Ah! J'aime ça, là, écoute. Première affaire, faut accepter, tu seras pas bon, tu seras pas bonne. Faut accepter que tu vas être inconfortable. Ça va prendre plusieurs fois avant d'être confortable. Puis des fois, ça peut prendre des années. Mais quand tu acceptes que tu seras pas bon, l'inconfort part, tu sais, par moton. On dirait que tu fais comme, bon, ça se peut que ça soit de la merde. Tu sais, il faut que tu te donnes le droit d'être à chier là, dans quelque chose. Faut que tu te donnes le droit d'être pas bon. Parce que si tu te donnes le droit d'être pas bon, sérieux, c'est moins pire qu'on pensait après. Mais oui, il faut être confortable dans l'inconfort. Puis ça va arriver juste si on continue de se pratiquer. Oui, exact. Puis ne pas prendre le public pour un épais. Tu sais, le public, il voit bord en bord qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Puis quand il y a un malaise, ça se désamorce. Tu sais. Tu peux dire à quelqu'un, mon Dieu, sentez-vous le malaise? Si vous saviez en ce moment, vous autres, vous vivez un malaise, puis moi, c'est la course dans ma tête pour essayer de changer de numéro, puis je sais pas comment faire. Les gens, ils vont rire, c'est pas grave. Tu sais, hey, là, sentez-vous le malaise? Là, j'avais plein d'affaires à vous dire. Puis on dirait que j'entends d'autres choses. J'ai le goût de vous parler d'autres choses. Fait que moi, scrapez ça, on part ailleurs. Tu sais, en conférence, ça se dit, hey, je sens pas que ça vous parle, ça. J'ai pas eu bon. Hey, sais-tu ce que j'ai déjà fait, moi, une fois en spectacle? C'est un événement corporatif. Un événement corporatif, là, c'est un autre cadre. OK? C'est pas une salle de spectacle. C'est pas un événement corporatif. C'est pas une conférence. Là. C'est un autre type de show. Plus sérieux. Puis les gens, on aurait dit qu'ils étaient ça à coke. Ça devait être la pleine lune. Gars, je sais pas. Il se passait quelque chose. C'était, là,
Le bordel, ça hurlait, une tempête, il va y avoir... Tu sais, quand le monde, t'es comme, ils sont tous à la poudre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça avait pas de bon sens, la T'avais de la vibe dans ça. difficulté à Non, avoir j'écoute, j'ai même pas commencé. J'y regarde, je suis comme, mais ils vont-tu mettre le feu? Tu sais, il y avait... Ça arrive des fois, t'as comme un groupe, là... Ils ont viré une brosse en faisant le circuit de golf, là, puis là, c'est leur party d'après, puis ça va pas, là. Tu sais, ça arrive, là, ça arrive. J'ai regardé, puis j'étais comme... Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai dit, hey, tout le monde, vous avez passé une belle journée, on a fêté, c'est le fun, ça va bien. On change de vibe à tabarouette. Vous êtes peut-être pas prêts? On vous attend. Et donc, c'est comme ça que tu t'en es sorti? Non, c'est parce que ça marchait pas. Ah. Fait que j'ai dit, bon, la gang, je sais pas si... Moi, je suis allée en hypnose aujourd'hui, puis je fais de l'anxiété. Fait que je suis très détendue, mais pas vous autres. Moi, j'ai goût qu'on ait du fun. Fait que, on va prendre une bonne respiration en groupe, je pense. Non, on va le faire 3 fois même. Fait que j'ai fait respirer tout le monde. On expire. On expire. Je l'ai même déjà fait au Bordel Comedy Club. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'air. Tout le monde va respirer. Là. On n'aura pas une belle soirée si on passe ça de même. Et donc, si vous voulez changer la vibe, faites respirer vos audiences. Mais ce que tu ferais avec, tu sais, mettons, toi-même, là. Tu sais, moi, je suis comme, il faudrait que je respire, il faudrait que je respire. Bon, moi, les faire respirer, moi, respirer en même temps. Tu sais, c'est une équipe, là. C'est un travail d'équipe, ces affaires-là. C'est quand tu penses que tu es là pour dire des choses, c'est très stressant comme pression. Mais si tu es là pour vivre quelque chose avec les gens, si tu te rappelles que c'est un travail d'équipe, si tu te rappelles que c'est une rencontre, là. Il y a peut-être 400, 600, 700 personnes, puis toi d'un bord, mais c'est une rencontre. Faut juste que tu comprennes ça. C'est comme si tu recevais un paquet de monde à souper, mais que tout le monde a amené son plat. Tout est comme, bon, j'ai les ustensiles, j'ai les Scott Towels, j'ai allumé la chandelle, j'ai mis des petits fruits sur la table. OK, party. Tu sais, c'est une collaboration. Si tu comprends ça, c'est très apaisant. Ça enlève tellement de poids. Oui, parce que tu sois à la télé, que tu sois live, que tu sois dans une salle, qu'il y ait 2000 personnes, qu'il y ait 20 personnes, tu sais, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est que tu sois présent. Si tu es dans ta tête puis tu te regardes jouer, ça sera pas bon. Si tu te mets à la place du spectateur qui te regarde faire ce que... Ça sera pas bon. Ça sera pas bon. La connexion, elle marchera pas. Les gens s'en rappelleront pas. Ils vont pas dire « Oh mon Dieu, c'était fantastique. » Ils vont dire « Oh, c'était bien. » Mais c'est pas ça que tu veux créer. Non. Plus tu es présent, plus tu acceptes. Ça se peut que je me plante, ça se peut qu'ils m'écoutent pas, ça se peut qu'ils vivent... Plus tu es à l'écoute. Moi, quand j'ai compris que l'écoute, c'était la meilleure chose à faire dans un spectacle, c'est les gens qui décident où ils rient. Faut que tu écoutes où ils sont rendus. C'est les gens qui décident ce qu'ils vont emmagasiner comme information que tu vas leur donner. Si tu écoutes, puis tu es présent, puis que tu le vis dans le moment présent, pas dans « après, il faut que j'aille faire telle affaire, il faudrait que je change tel joke » ou « j'aurais pas dû mettre ce bloc-là à telle place dans ma... » Non, là, t'es pas dans le moment présent. C'est vulnérabilisant, le moment présent. Oui. Mais c'est ça qui est le plus payant. J'aime ça que tu apportes ce point-là parce que alors que les gens pensent je dois parler, je dois raconter, non. Toi, ton message, c'est écoutez vos audiences. Écoutez, puis je te donne une dernière affaire, puis après ça, je sais que tu vas raccrocher parce que je parle tout le temps. Ne pas avoir peur du silence. Il y a beaucoup de gens qui sont inconfortables, fois 3 milliards avec le silence, parce que sur la scène, il ne se passe rien, il y a un vide, mais dans le vide, dans un spectacle ou dans une conférence, il y a quasiment plus d'affaires que dans des mots qui sont partagés. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être présent, pour être capable de ressentir puis de lire le vide. Ça nourrit la relation, ça va rendre le moment communicationnel beaucoup plus vrai. Je l'enseigne aussi. Dans les moments de silence, il y a beaucoup de richesse. Énormément. Ouais. Comme tu l'as dit, moi et toi, on parlerait c'est ça. sans Tu veux me s'arrêter. flasher? Tu veux me flasher? En fait, nos longues conversations... J'ai fait la route. Il y a une tempête de neige. Elle essaie de me flasher. Arrête. Non. On va prendre une autre heure, tout le monde. Alors, on se détend. Prends une bonne respiration, Cathy. Moi, Mélanie, pour vrai, au téléphone, on se lâche plus. C'est OK, bye, mais on continue un autre 5 minutes. Puis un OK, bye, puis on continue un autre 5 minutes. On a eu déjà des appels qui étaient vraiment longs. Puis juste quelques minutes, Cathy, je vais pas te garder longtemps. Puis 1 heure plus tard, on est encore au téléphone. Donc, je le vois, qu'est-ce qui se passe pendant le podcast. Moi, je prends les gens en otage. T'en auras pas de vie sociale. C'est juste moi.
Chérie, en terminant, les Oui. gens connaissent Mélanie Ganimé, l'humoriste, Oui. Mélanie Ganimé sur scène. Si je veux surprendre les gens, j'aimerais ça que les gens repartent avec « Ah, je savais pas que Mélanie était comme ça ». Fait quelque chose qui surprendrait les gens à propos de toi. Qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas. Je C'est dis tout le temps tellement des grosses tout. questions, là. Non, mais je suis méga transparente. Si quelqu'un ne sait pas quelque chose, parce que j'ai dû le dire en quelque part. Tu sais, je Non, sais non, pas. quelque chose que les gens s'attendent pas de toi. Est-ce que tu joues de la musique? Est-ce que tu fais de la danse? Est-ce que quelque chose que les gens s'attendent pas de Mélanie Ganimé? J'aime beaucoup peindre. Ouais, j'en parle pas souvent de ça. T'as-tu vu ma petite timidité? Pouf! Ouais, je trouve que là, je prends pas assez de temps pour ça, mais j'aime beaucoup peindre. Je suis toute équipée. Des fois, je fais des Acrylique, à toiles. l'huile ou raconte? Acrylique. Acrylique. Puis Ouais. qu'est-ce que tu peins? Des visages, des paysages? Ça dépend. C'est jamais pareil. Des fois, c'est très abstrait. Des fois, c'est des paysages. Je mélange des affaires. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu médites quand tu fais de la peinture? Est-ce que tu reçois? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un état qui est différent. Mais c'est que j'ai pas besoin d'écrire quand je peins. J'ai pas besoin de puncher. J'ai pas besoin d'être. C'est drôle, mais en peignant, je suis pas une artiste. Je suis juste en mode couleur. Tu sais, pour moi, être en mode couleur, là, c'est comme si j'arrête d'être dans mon mental, puis je suis vraiment juste dans mon corps. Ce que j'essaie de faire des fois, mais le mental, il est fort, hein? Il est très Je te préoccupant. parle de ça parce que j'en fais aussi. Fait que pour moi, c'est ma façon à moi de downloader. C'est ma façon à moi aussi de... On va pouvoir s'appeler, Et voilà. parler pendant 1 heure au téléphone du fait qu'on peint. Regarde, on a des projets, Cathy, on a des projets. Ça a été un immense privilège de te recevoir à mon Hey, podcast. moi Merci aussi, d'avoir merci. accepté l'invitation. Reconnaissante à souhait que tu as bravé la tempête pour venir jusqu'ici. Je suis là pour toi, bébé, je suis là pour toi. Je t'aime. Je t'aime aussi, c'était bien de fun. À presto. À presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!